bang! Un autre coup sur Jupiter. Voyons voir, une géante gazeuse, la plus grande planète du système solaire, 318 fois plus grande que la Terre, 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et un autre élément intéressant, si elle grossissait encore, elle deviendrait en fait plus petite. Avec plus de masse, la planète serait plus dense, ce qui la conduirait à se ramasser sur elle-même. Les scientifiques affirment que Jupiter pourrait avoir une masse 4 fois plus importante tout en gardant la même taille. Il lui faut 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe. C'est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire et elle se fait heurter par de nombreux objets spatiaux en permanence. Ce phénomène a été découvert par des astronomes amateurs qui observaient Jupiter et ont vu un flash inhabituel à la surface de la planète. Les impacts provoquent des flashs comme celui-ci et pour une raison quelconque, Jupiter subit plus d'impacts que les autres planètes. En 1994, les astronomes ont découvert Shoemaker-Levy 9, une comète qui s'est brisée et est entrée en collision avec la géante gazeuse. La comète d'origine avait à peu près la taille de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, mais elle s'est brisée en plus de 20 fragments qui ont assombri la surface de la planète et ce pendant des mois. 15 ans plus tard, en 2009, les astronomes ont vu une tache noire sur Jupiter de la taille de la Terre. C'était le résultat d'un astéroïde d'un diamètre de 200 à 500 mètres. Le plus gros astéroïde enregistré sur Terre a frappé la région de Tunguska en Russie en 1908. Cela a provoqué une explosion massive, même si personne n'a jamais trouvé de cratère. Alors pourquoi Jupiter est-elle la cible de tant d'objets spatiaux ? Les astéroïdes et les comètes qui passent près de la Terre et de Jupiter vont presque à la même vitesse. La densité numérique des objets spatiaux qui peuvent interagir est presque la même aussi. Mais la section transversale de ce qu'ils risquent de heurter est très différente. Jupiter a un diamètre 11 fois supérieur à celui de notre planète, ce qui signifie que sa section transversale est environ 125 fois supérieure. Plus une planète est massive, plus son attraction gravitationnelle est forte. Elle attire donc certains objets spatiaux à la dérive. Notre champ gravitationnel est plus faible que celui de Jupiter. Si un objet passe près de nous à une vitesse de 36 000 km ou moins, notre gravitation l'attirera. Or, les astéroïdes et les comètes se déplacent généralement à des vitesses bien plus importantes. Jupiter attire la plupart des comètes et des astéroïdes qui passent à proximité. Si notre planète était frappée par de tels objets aussi fréquemment que Jupiter, nous connaîtrions des extinctions comme celles des dinosaures des milliers de fois plus souvent. En 2020, les scientifiques ont découvert qu'il y avait un astéroïde inhabituel dans l'orbite de Vénus, le premier à s'y trouver. De la taille d'une petite montagne et riche en minéraux que nous pouvons trouver dans les profondeurs rocheuses de la Terre. Ils pensent même que cela pourrait être le signe d'un ensemble plus important d'astéroïdes, créés lors de la formation de notre système solaire. Ce n'est pas le seul mystère entourant Vénus. La planète a des vents d'une violence folle qui poussent les nuages et les tempêtes autour de la planète à des vitesses supérieures à 354 km/h. C'est 60 fois plus rapide que la rotation de Vénus elle-même. De plus, les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce qui s'est passé avec ces océans. Ils pensent que puisque la planète est si proche du Soleil, l'eau s'est évaporée et s'est envolée dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Cela a piégé la chaleur provenant du Soleil, une chaleur qui aurait vaporisé de plus en plus d'eau au fil du temps. Vénus avait probablement un environnement comme sur Terre, mais il y a très longtemps. Selon cette théorie, de nombreuses comètes et astéroïdes se sont écrasés sur Vénus. Des milliards de morceaux de la planète volaient tout autour. Certains ont même pu s'écraser sur la Lune de la Terre. Les morceaux qui ont percuté notre planète sont probablement enterrés très profondément, car notre activité géologique est plus importante que celle de la Lune. Uranus a aussi subi une collision, mais plus grave que celle des astéroïdes. Les autres planètes de notre système solaire ont pour la plupart un axe de rotation qui pointe en quelque sorte vers le haut du plan de l'écliptique. Or, Uranus est incliné, couché sur le côté. Une saison y dure donc 42 ans, lorsque son pôle sud ou son pôle nord est dirigé vers le Soleil. La plupart des planètes tournent également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque tu les regardes depuis le dessus de notre système solaire. Vénus fait le contraire, ce qui signifie qu'elle a peut-être été désaxée il y a longtemps. Uranus est peut-être entré en collision avec un autre corps spatial il y a des millions d'années. Lorsque notre système solaire était encore très jeune, les configurations orbitales de Saturne et de Jupiter se sont peut-être croisées. Leurs forces gravitationnelles ont en quelque sorte créé un élan orbital et l'ont transféré à Uranus, ce qui l'a désaxé. Des millions d'astéroïdes orbitent autour du Soleil, mais il n'y en a pas tant que ça qui passent près de la Terre de temps en temps. Il n'y a donc pas de corps spatiaux dangereux qui viennent vers nous.
il est prévu que nous visitions Mars dans les années 2030. Et les scientifiques espèrent que Mars ne sera pas la cible de certains corps spatiaux plus gros. De nouveaux cratères se forment sur la planète rouge tous les jours ou tous les 2 jours. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de large, ce qui signifie qu'ils ont pu être formés par des objets de la taille d'un ballon de foot. Comme l'atmosphère y est plus fine que la nôtre, les corps plus petits peuvent y pénétrer plus facilement. La majeure partie du nord martien est constituée de basses terres lisses. Le sud est plus relevé, parsemé de cratères, et l'intérieur de la planète contient une quantité surprenante de métaux rares. Selon la théorie, c'est parce qu'un gros corps céleste est entré en collision avec Mars et a arraché une partie de sa moitié nord. Les débris de cet astéroïde ont fait le tour de la planète et se sont ensuite mélangés pour former 2 petites lunes qui orbitent autour de Mars. Nous avons aussi des roches martiennes sur Terre, trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits du globe. Certaines de ces roches contiennent du gaz qui est chimiquement le même que l'atmosphère de Mars. Les roches sont probablement issues d'une grosse explosion qui s'est produite lorsqu'un astéroïde ou un météore plus gros a été éjecté de Mars et a atterri sur notre planète. Mercure a aussi une atmosphère fine, si bien qu'elle subit beaucoup de petits impacts. Imagine que tu te réveilles, que tu ailles à ta fenêtre et que tu vois une pluie de micro-météores tous les matins. C'est ce qui se produit sur Mercure. Cet étrange phénomène météorologique façonne son atmosphère appelée exosphère. Mercure est si dense que son noyau de fer lourd représente les 2/3 de sa masse totale. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu être plus grande dans le passé, mais de nombreuses collisions ont fait disparaître sa surface. Elle a été constamment bombardée par des roches venues de l'espace qui ont laissé des traces sous forme de cratères. Les plaines à sa surface semblent avoir été creusées à cause de la lave volcanique qui s'est déversée et qui a ensuite lentement séché. De nombreux cratères sont remplis d'un tel matériau, ce qui signifie que quelque chose d'autre a secoué le monde de Mercure, les volcans. Un groupe inhabituel d'astéroïdes a été découvert près de Neptune. Leur taille varie, allant de grandes zones de la taille de métropole à de minuscules cailloux. On pense qu'ils viennent d'un groupe d'astéroïdes appelé la ceinture de Kuiper. Elle forme un anneau bien au-delà de Neptune. Mais ces nouveaux astéroïdes ont des couleurs différentes de ceux de la ceinture de Kuiper. Ils sont si loin du Soleil que leur surface était censée rester presque intacte. Mais ils ont une couleur similaire à des astéroïdes cuits par le Soleil autour de Jupiter. Comme le reste des planètes, Neptune reçoit la chaleur du Soleil. Mais il y a quelque chose de mystérieux à l'intérieur de la planète qui fait qu'elle génère plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Cela affecte son climat et Neptune a la météo la plus étrange de tout le système solaire. Des tempêtes massives, des vents d'une vitesse folle, des nuages de type cirrus qui changent constamment et rapidement. Il y a des taches sombres qui vont et viennent dans son atmosphère. Nous recevons 1000 fois plus de lumière solaire que Neptune. Les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter peuvent protéger notre planète des astéroïdes. Sans elles, les gros impacts qui ont créé suffisamment de débris pour former les lunes et d'autres planètes se produiraient plus souvent. Un énorme astéroïde se dirige actuellement vers Saturne et pourrait croiser au large de la Terre en 2031. Il est plus de 10 fois plus gros que l'astéroïde. Hé, les passionnés de l'espace, connaissez-vous bien notre système solaire? Alors devinez quelle est cette planète? Sa masse représente plus du double de celle de toutes les autres planètes réunies. Elle est couverte de stries et de tourbillons majestueux qui sont en fait des nuages d'ammoniac froid et d'eau balayés par les vents, flottant dans une atmosphère faite d'hydrogène et d'hélium. Toujours aucune idée? Alors, regardez ça. Il s'agit de la fameuse Grande Tache Rouge, une tempête géante plus grande que ne l'est notre planète qui fait rage depuis des centaines d'années. Eh oui, bien vu, ce monde nuageux, c'est Jupiter. Et la question principale est, cette planète est-elle notre ennemi ou notre allié? La sonde Juno de la NASA explore actuellement cette géante gazeuse et nous envoie des tonnes de données utiles. Jupiter est si grande que 11 terres pourraient tenir autour de son équateur. Si notre planète avait la taille d'un raisin, Jupiter serait un ballon de basket. Cette géante gazeuse est la 5e planète à partir du Soleil et orbite sur une distance de 779 millions de kilomètres. Et même si pour nous, terriens, notre chère planète bleue semble être la plus importante de toutes, nous vivons dans le système solaire de Jupiter. Après tout, celle-ci représente 75% de la masse de toutes les planètes du système. Sa masse est également 318 fois supérieure à celle de la Terre. Et tout ce que Jupiter désire, Jupiter l'obtient. Elle veut lancer des objets à travers le système solaire? Pas de problème.
Après tout, l'immense gravité de cette géante gazeuse n'est pas due au hasard. Elle arrache des matériaux à la ceinture d'astéroïdes, empêchant ces pauvres roches spatiales de former des objets plus gros que Cérès, la seule planète naine située dans le système solaire interne. Jupiter a faim, elle engloutit des comètes, des astéroïdes, etc. Jupiter s'ennuie, elle lance tout ce qu'elle parvient à capturer sur des trajectoires lointaines. Cette géante gazeuse a dû causer bien des dégâts au cours de sa vie, qui dure depuis environ 4,5 milliards d'années. Mais voilà, certains scientifiques pensent que nous devons notre existence et celle de notre planète à la gravité protectrice de Jupiter. Cela peut paraître déroutant, mais en avalant goulûment les objets spatiaux dangereux, cette planète fait le vide dans le système solaire. D'autres astronomes ne sont pas d'accord avec cette théorie. Ils affirment que Jupiter est un astre voyou qui perturbe les comètes paisibles et sûres et les envoie dans les endroits les plus inattendus. Certains des objets les plus dangereux de notre système solaire sont les comètes à longue période. Il s'agit d'énormes morceaux de glace et de roches provenant des profondeurs du nuage de Oort qui se trouve bien au-delà de Pluton. Certaines d'entre elles sont attirées dans le système solaire interne où elles passent devant notre Soleil. Il est possible que l'extinction la plus dévastatrice qu'ait connue la Terre ait d'ailleurs été provoquée par une comète à longue période. Lorsque ces comètes se feraient un chemin dans le système solaire, elles interagissent probablement avec la gravité de Jupiter. La géante gazeuse les tire dans tous les sens, consommant certaines d'entre elles comme de délicieux burgers de roches glacées. Mais Jupiter pousse-t-elle ces comètes hors de leur orbite dangereuse afin qu'elles ne s'écrasent pas sur la Terre ? Ou bien cette géante gazeuse dévie-t-elle en fait la trajectoire de comètes qui, autrement, manquerait la Terre ? Nul ne le sait. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, les matériaux dont sont principalement composées les étoiles. Mais la masse de la planète n'est pas suffisante pour déclencher une réaction de fusion en son cœur. Or, c'est précisément ainsi que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent ainsi de l'hélium. Ce faisant, elles libèrent également de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 75 fois supérieure à sa masse actuelle. Paradoxalement, si Jupiter devenait encore plus massive, elle deviendrait aussi plus petite. Cette masse supplémentaire rendrait la planète plus dense et la géante gazeuse commencerait à la comprimer autour d'elle-même. Les astronomes sont presque sûrs que même si Jupiter avait 4 fois sa masse actuelle, elle garderait pourtant la même taille. Jupiter possède entre 80 et 95 lunes. Mais l'une des plus célèbres aujourd'hui est Europe. Imagine un monde immobile et gelé, et il est ancien. Environ 4,5 milliards d'années. Europe est à peine réchauffée par les rayons du Soleil et recouverte d'une épaisse couche de glace. Ce satellite est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Voici à quoi ressemble Europe, le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Et ce qu'il y a de plus incroyable à propos de cet endroit lointain, il pourrait abriter la vie. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en vue de la recherche de nouvelles formes de vie. En effet, cette lune possède un immense océan d'eau salée, d'une profondeur de 65 à 160 km. Certes, il est caché sous une couche de glace, dont l'épaisseur est, pour sa part, estimée entre 16 et 32 km. Mais la Lune demeure potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent des fissures de cette couche de glace et propulsent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Depuis longtemps, les scientifiques s'interrogent sur les aurores à rayons X de Jupiter. Quelle en est la cause ? Il semblerait que ce mystère vieux de 40 ans ait été résolu. Ces époustouflantes aurores à rayons X sont déclenchées par des particules chargées électriquement que nous appelons des ions. Ces particules s'entrechoquent dans l'atmosphère de la géante gazeuse et voici le résultat. Mais les astronomes étaient incapables de comprendre comment ces ions parvenaient dans l'atmosphère. Récemment, ils ont constaté que ceux-ci surfaient sur le champ magnétique de Jupiter jusqu'à atteindre l'atmosphère de la planète.
Les astronomes ont obtenu ces données grâce à la sonde Juno et au télescope XMM Newton de l'Agence spatiale européenne, lui-même situé en orbite terrestre. Sur notre planète, les aurores ne sont visibles que dans une ceinture entourant les pôles magnétiques, entre 65 et 80 degrés de latitude. Au-delà de 80 degrés, les aurores disparaissent généralement. Mais les aurores à rayons X de Jupiter sont beaucoup plus irrégulières. Elles pulsent régulièrement en direction des pôles depuis la ceinture principale et sont parfois différentes aux pôles nord et sud. Les scientifiques ont découvert que ces pulsations étaient dues aux fluctuations du champ magnétique de Jupiter. En effet, lorsque la planète tourne, elle entraîne derrière elle son champ magnétique. Frappé par les particules du vent solaire, il s'en trouve comprimé. Les particules piégées dans le champ magnétique de Jupiter s'échauffent et se déplacent le long des lignes du champ magnétique, produisant ainsi de magnifiques aurores. Une autre caractéristique de Jupiter est sa grande tache rouge, une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses strates supérieures s'élèvent à plus de 8 km au-dessus des nuages environnants. La tempête est plus de 2 fois plus vaste que ne l'est notre planète. Sur les bords de la tempête, la vitesse du vent atteint entre 430 et 670 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont perpétuellement en mouvement. Ils montent, descendent et tourbillonnent. Comme sur notre planète, lorsque des gaz plus froids et plus chauds se mélangent et se fondent les uns dans les autres, ils forment de gigantesques tempêtes circulaires. Les astronomes pensent qu'à un moment donné, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir, créant ainsi la Grande Tache Rouge. Aujourd'hui, elle continue de faire rage en aspirant constamment des gaz froids par le bas et des gaz chauds par le haut. De plus, ce monstre de tempête absorbe d'autres tourbillons plus petits qui rendent la tache encore plus puissante. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi la tempête a cette couleur caractéristique. Elle varie du blanchâtre au rose saumon, en passant par l'orange et le rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve sous la Grande Tache Rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche incolore d'hydrosulfure d'ammonium pourrait réagir avec les rayons cosmiques ou le rayonnement UV provenant du Soleil. C'est ce qui donne à la tache sa jolie couleur rouge. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une théorie. Les astronomes observent la Grande Tache Rouge depuis les années 1830. Et la première fois que la tempête a été repérée, en 1665, on l'a décrite comme une tache permanente. En d'autres termes, la tempête dure au moins depuis 400 ans. Étrangement, sa taille a diminué depuis le début du XXIe siècle. En 2019, elle a commencé à s'éparpiller sur les bords, de petits morceaux s'en détachant pour disparaître au loin. Si ce processus se poursuit, la Grande Tache Rouge pourrait prendre une forme circulaire d'ici 2040. Ou bien, elle disparaîtra tout simplement. Il y a quelques années, la NASA a observé une étrange lueur verte sur Jupiter. Elle filait rapidement et a failli passer inaperçue. Serait-ce la preuve que la géante gazeuse cache des phénomènes que nous ignorons depuis des décennies? Et si tel est le cas, quelles pourraient en être les implications pour nous, sur Terre? En réalité, les astronomes n'ont pas découvert ce phénomène par pur hasard. Jupiter fait l'objet d'observations attentives depuis longtemps, notamment grâce à la mission Juno. La sonde Juno a été lancée en 2011 et a atteint Jupiter en 2016. Depuis cette date, elle orbite autour de la planète et recueille une grande quantité de données. Sa mission consiste à mieux comprendre la composition de Jupiter, le fonctionnement de son atmosphère et les processus à l'œuvre dans ses profondeurs. En 2020, l'une de ses caméras, la JunoCam, un nom très inspiré, a enregistré quelque chose d'inhabituel. Près du pôle nord de Jupiter, un bref éclair vert très lumineux est apparu. Ce phénomène semblait se déplacer, et à une vitesse remarquable. Or, capter des objets rapides dans l'espace est particulièrement ardu, ce qui explique la surprise de nombreux chercheurs face à cette image. Alors, que pourrait être cette lueur? L'explication la plus plausible et la plus largement admise est celle d'un éclair. Mais les éclairs joviens diffèrent fortement de ceux de la Terre. Sur cette planète, ils se forment à l'intérieur d'immenses nuages composés d'ammoniac et d'eau.
Les tempêtes qui y règnent sont bien plus violentes que celles observées chez nous et peuvent produire des teintes inhabituelles, dont le vert. Mais si cette lueur n'était pas un éclair, pourquoi ne l'avait-on jamais observée? Il est possible qu'elle existe depuis longtemps, mais qu'elle se déplace trop vite pour avoir été captée par nos instruments jusqu'alors. Si elle était observée de nouveau, les chercheurs pourraient l'analyser plus précisément et en déterminer la nature. En attendant, la plupart des explications restent des hypothèses fondées sur nos connaissances actuelles. Une autre question est de savoir ce que cette trouvaille pourrait signifier pour la Terre. Les savants estiment qu'elle n'aura aucun effet direct sur notre planète. Mais la découverte demeure importante, car elle confirme que des phénomènes comparables à la météo terrestre, comme la foudre, existent sur d'autres planètes, parfois sous des formes bien plus extrêmes. Comme sur Mars par exemple. Les scientifiques viennent de découvrir que l'atmosphère de la planète crépitait d'électricité statique. Autrement dit, Mars possède de minuscules éclairs. En 2021, lorsqu'un tourbillon de poussière est passé au-dessus du rover Perseverance, les chercheurs s'attendaient à entendre les bruits habituels, le sable qui racle et le vent qui souffle. Pourtant, le rover a capté un léger « pop ». Sur le moment, cela paraissait difficile à expliquer. Mais, à présent, les chercheurs pensent avoir compris son origine. Ce bruit viendrait d'une décharge électrique dans l'air très ténu de Mars. En somme, un mini-éclair martien. Cela ne ressemble pas aux éclairs terrestres. Aucun grand flash ne traverse le ciel. L'atmosphère martienne est trop fine pour cela. Il s'agit plutôt de minuscules étincelles. Elles comptent néanmoins comme de la foudre, ce qui fait officiellement de Mars la troisième planète connue, hormis la Terre, à en posséder, après Jupiter et Saturne. Comment les chercheurs l'ont-ils découvert? Perseverance possède sur son mât un microphone baptisé Supercam. Pendant 2 ans, il a enregistré environ 28 heures de son martien. Dans ces données se trouvaient 55 brèves impulsions correspondant à de petites décharges électriques. Les étincelles étaient infimes, comparables aux petites décharges ressenties lorsqu'on touche une poignée de porte après avoir marché sur un tapis. Chaque étincelle ne durait que quelques millisecondes. Mais 7 d'entre elles coïncidaient aussi avec des interférences électromagnétiques, indice important montrant que l'électricité avait jailli dans l'air près du rover. Mais d'où vient cette foudre martienne? Sur Terre, les éclairs naissent dans les nuages d'orage lorsque des particules de glace se heurtent. Mars ne possède pas de tempête de pluie de ce type. Son climat est trop froid et trop sec. En revanche, la planète est très poussiéreuse. Lorsque de forts vents agitent les grains de poussière, ceux-ci se frottent les uns aux autres et échangent des charges électriques. Les scientifiques utilisent pour cela un terme long et complexe. La triboélectrification. L'idée reste simple. Le frottement accumule de l'électricité. Quand la charge devient assez forte, elle se libère. Cette décharge produit à la fois un son et des ondes électromagnétiques, les mêmes signaux détectés par Perseverance. Ces petites étincelles peuvent sembler anodines, mais elles sont importantes. L'activité électrique peut modifier la chimie de Mars. Elle pourrait favoriser la formation de composés réactifs comme le peroxyde d'hydrogène et les perchlorates, capables de dégrader la matière organique. Cela pourrait expliquer pourquoi Mars conserve mal les traces d'une vie ancienne. L'électricité pourrait aussi influencer le déplacement de la poussière. Une poussière chargée se soulève plus facilement, ce qui pourrait aider les tempêtes à croître et à se maintenir. Il se crée alors une sorte de boucle. Plus de poussière, plus de charge, donc davantage de tempêtes. Il existe aussi un aspect pratique. Ces étincelles ne blesseront pas directement les astronautes, mais elles pourraient perturber nos systèmes ou endommager des instruments sensibles. Comprendre quand et où elles apparaissent aidera les ingénieurs à concevoir les futures missions, ainsi que les combinaisons spatiales, capables de fonctionner dans l'environnement électriquement actif de Mars. Éloignons-nous maintenant un peu plus du Soleil. Voici une idée qui pourrait bouleverser votre image du système solaire. De nouvelles simulations indiquent qu'Uranus et Neptune ne seraient peut-être pas de gigantesques boules de glace. Leur intérieur pourrait être bien plus rocheux, entouré seulement de fines couches glacées. Des chercheurs de l'université de Zurich ont élaboré de nouveaux modèles montrant que ces géantes pouvaient correspondre aux observations sans être dominées par la glace. Dans plusieurs simulations, les planètes contiennent même beaucoup plus de roches que prévu. Avec les données actuelles, Uranus et Neptune pourraient donc être riches en roches ou riches en glace. Les informations disponibles ne permettent tout simplement pas encore de trancher.
C'est pourquoi les scientifiques réclament toujours des missions capables de se placer en orbite autour de ces planètes pour les étudier de près. La sonde Voyager 2 a survolé Uranus en 1986, puis Neptune en 1989. Elle a recueilli quelques mesures avant de poursuivre sa route. Aucune sonde n'est restée assez longtemps pour comprendre réellement ce qui se passe sous les nuages. Les chercheurs doivent donc s'appuyer sur des simulations construites à partir d'indices limités. L'image classique des géantes de glace reste valable, mais ce n'est plus la seule interprétation compatible. Une autre découverte remarquable concerne Ariel, une lune d'Uranus. Bien que petite, les scientifiques pensent aujourd'hui qu'elle aurait pu abriter un immense océan souterrain représentant plus de la moitié de son volume. Cet océan aurait pu atteindre environ 170 km de profondeur et aurait peut-être existé il y a seulement 1 milliard d'années. Ariel ne mesure qu'environ 1100 km de diamètre, soit à peu près un tiers de la taille de la Lune. Pour cette raison, on pensait autrefois qu'elle ne pouvait pas conserver sa chaleur très longtemps. Des recherches plus récentes nuancent cette idée. Lorsque Voyager 2 est passé près d'Uranus en 1986, elle a renvoyé des images montrant que la surface d'Ariel n'avait pas l'aspect ancien et figé attendu. La Lune paraissait plutôt jeune et active, avec des fissures, des crêtes et même des signes de volcans glaciaires. Certaines structures rappellent fortement celles observées sur Europe, Encelade ou Triton, des mondes où l'on sait déjà que des océans existent sous la glace. Par la suite, les scientifiques ont aussi détecté sur Ariel des traces d'ammoniac et de composés carbonés. Ces substances disparaissent normalement assez vite, sauf si quelque chose les fait remonter depuis l'intérieur, ce qui suggère souvent la présence d'eau liquide souterraine. Les chercheurs ont donc élaboré des modèles de la structure interne possible de la Lune. Dans ces simulations, Ariel possède une croûte externe fragile, une couche plus souple en dessous, puis un océan profond, et enfin un noyau solide. Ils ont ensuite étudié la réaction de cette croûte aux forces de marée, provoquées par l'attraction d'Uranus et des autres lunes. Les calculs montrent que si la croûte faisait moins de 30 km d'épaisseur, elle pourrait se fissurer sous une forte contrainte de marée. Une telle contrainte aurait pu provenir d'une interaction avec la lune Miranda il y a environ 1 à 2 milliards d'années. Cette interaction aurait légèrement modifié l'orbite d'Ariel et exercé une tension suffisante pour fracturer sa croûte. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer qu'Ariel possède aujourd'hui un vaste océan. Elle est si petite qu'elle perd facilement sa chaleur. Et si de l'eau liquide y subsiste, il doit y en avoir très peu. Ce ne serait probablement pas l'endroit idéal où rechercher la vie. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles planètes qu'ils appellent des super-terres. Il s'agit d'une classe de planètes à la fois plus massive que la Terre, mais aussi bien plus légère que les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Les super-terres peuvent être faites de roches, de gaz ou d'une combinaison de ces deux éléments. Elles sont souvent 2 fois et même jusqu'à 10 fois plus grosses que la Terre. Elles sont intéressantes à étudier, mais un peu trop éloignées de nous. Elles sont assez courantes en dehors de notre système solaire, de la même façon que d'autres planètes remarquables, comme les mini-Neptunes. Celles-ci peuvent être des naines gazeuses, des géantes de glace, ou bien d'énormes corps rocheux. Il est vrai que nous n'avons rien de tout cela dans notre système planétaire. Mais il y a une chose que nous avons que les autres n'ont pas, Jupiter. C'est l'objet le plus grand et le plus lourd en orbite autour de notre Soleil. Cette reine des planètes possède une force puissante qui domine notre système solaire. Jupiter est connu pour manger des planètes. Une protoplanète l'a percutée il y a environ 4,5 milliards d'années, quand Jupiter était encore une jeune planète à ses débuts. Cette protoplanète était 10 fois plus massive que la Terre et était composée de glace et de roches. La collision a été colossale. Le noyau de Jupiter s'est brisé, puis l'hélium et l'hydrogène se sont mélangés à des matériaux plus compacts. Avec le temps, les matériaux lourds se sont redéposés dans le noyau dense pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si elle a déjà avalé une planète, elle pourrait tout à fait recommencer. On soupçonne que notre système solaire contenait autrefois beaucoup plus de grandes planètes qu'il n'en a aujourd'hui. Par exemple, l'espace est plutôt vide autour de Mercure de nos jours. De telles zones avoisinant les étoiles centrales sont nombreuses et pleines de planètes de masse intermédiaire, dont la taille varie entre celle de la Terre et de Neptune. Notre système solaire était un endroit chaotique à ses origines. De jeunes étoiles étaient entourées de disques tourbillonnants de poussière et de gaz, et les planètes se formaient à partir de ces débris, un peu comme les arbres lorsqu'ils émergent du sol.
Les petites planètes rocheuses se formaient dans la chaleur et la lumière intense près des étoiles, tandis que les géantes gazeuses se formaient plus loin, là où les températures étaient plus basses, leur permettant de conserver plus de matériaux gazeux. Et même si les planètes de notre système solaire semblent assez stables et paisibles aujourd'hui, si l'on se réfère à leur orbite, elles n'étaient pas aussi calmes auparavant. Certaines planètes n'orbitaient pas en mouvement circulaire, elles avaient des trajectoires oblongues, plus excentriques. Elles se rapprochaient d'abord de leur étoile, puis s'en éloignaient. C'était comme si elles avaient été déséquilibrées par la gravité d'autres planètes sur leur chemin. Il existe une théorie appelée Grand Tac qui tente d'expliquer ce qui a pu se passer pendant les premiers millions d'années de formation de notre système solaire. À un moment donné, Jupiter, l'une des protagonistes clés, a peut-être été attirée plus près par notre étoile centrale. Après cela, elle est repartie en emportant avec elle un énorme nuage de débris. Cela a pu ressembler à un voilier virant de bord autour d'une bouée, perturbant d'une certaine façon les planètes en train de se former aux alentours. Après la formation complète de Saturne, nos proches voisins du système solaire se sont quelque peu éparpillés. Mais si l'hypothèse du Grand Tac est avérée, Jupiter s'est mis à capturer tout ce qui se trouvait sur son chemin, et ces migrations ont provoqué davantage de collisions dans les parages. Cela expliquerait pourquoi certains astres se sont pulvérisés et dévorés mutuellement. Jupiter a peut-être fourni une partie de l'eau qui compose aujourd'hui nos océans. Elle est aussi escortée de nombreux astéroïdes qu'elle expédie parfois dans l'espace interstellaire ou parmi les planètes de notre système solaire. Elle a même possiblement contribué à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, lorsque l'énorme roche spatiale a frappé la Terre, laissant derrière elle un cratère au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a également provoqué des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis avec d'énormes conséquences pour la vie de la faune et de la flore terrestre. Personne ne connaît sa provenance, on ne sait même pas s'il s'agissait d'un astéroïde ou bien d'une comète. Une théorie indique que ce pourrait être une comète provenant du nuage d'Oort, composé de débris glacés et située quelque part à la périphérie de notre système solaire. Elle aurait pu être déviée de sa trajectoire par Jupiter et sa puissante force gravitationnelle. Ainsi, notre système solaire ressemblait à une sorte de flipper où Jupiter, la plus grosse planète, précipite les comètes en approche sur des orbites passant aux abords du Soleil. Une fois à proximité, elles peuvent subir de puissantes forces de marée qui les brisent en morceaux jusqu'à finir en éclats de comètes. Cet événement a marqué le début du règne de nos ancêtres, les mammifères. Cela signifie que sans Jupiter, nous ne serions peut-être pas là, et la Terre non plus. Il semblerait donc que la plus grosse planète du système solaire soit arrivée en force, détruisant des planètes plus anciennes et ouvrant la voie à des mondes plus petits comme le nôtre. Jupiter a pu être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver la planète 9 à l'heure actuelle. Les scientifiques estiment qu'elle existe et qu'elle pourrait se cacher quelque part au-delà de Neptune, mais pas plus loin que Pluton. Il y a 3 zones dans notre système solaire: les planètes intérieures, les planètes extérieures et tout ce qui se trouve au-delà. La mystérieuse planète pourrait avoir la taille de la Terre ou de Mars. Elle aurait tournoyé parmi les géantes gazeuses avant d'être finalement balayée vers la limite externe de notre système solaire, voire même quelque part dans l'espace profond. Jupiter est zébré en raison des différences de température, de gaz atmosphérique et de composition chimique. Les scientifiques pensaient auparavant que la source de ces différences de couleurs était le redoutable vent atmosphérique et les matières circulant entre les couches de l'atmosphère. On sait maintenant que les bandes de couleur claire, appelées aussi zones, indiquent l'endroit où le gaz s'élève. A l'inverse, les bandes de couleur sombre, que l'on appelle ceintures, révèlent où le gaz s'enfonce. Les lunes de Jupiter pourraient aussi causer ces rayures car elles tirent sur ces cellules de convection atmosphérique. Au centre de Jupiter se trouve un noyau dense et liquide composé d'hélium et d'hydrogène métallique mêlés à d'autres éléments plus lourds et dissous. En s'éloignant de son centre, la température et la pression à l'intérieur de la planète diminuent. Ainsi, l'intérieur liquide laisse place au gaz de l'atmosphère, à nouveau principalement de l'hélium et de l'hydrogène. Personne ne sait à quelle profondeur se trouve cette frontière liquide-gazeuse, mais la planète est probablement entièrement liquide à quelques milliers de kilomètres sous ses sommets de nuages. Jupiter serait encore plus grande que d'autres géantes comme Saturne si l'on pouvait lui retirer ses gaz. On qualifie parfois Jupiter d'étoile ratée, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Elle est principalement composée d'hydrogène comme les étoiles, mais elle n'est pas encore assez massive pour déclencher des réactions thermonucléaires dans son noyau, ce qui à terme achèverait de la transformer en véritable étoile. En théorie, tout objet peut devenir une étoile si on y ajoute assez de matière.
Avec une masse suffisante, la température et la pression interne augmenteront jusqu'à déclencher des réactions thermonucléaires. Pour transformer Jupiter en une étoile comme le Soleil, il faudrait la rendre 1000 fois plus massive. Mais pour former une naine rouge qui est plus froide, il nous faudrait augmenter sa masse de 80 fois seulement. Ainsi, Jupiter ne deviendra pas spontanément une nouvelle étoile de notre système solaire, mais si de nombreux objets spatiaux de masse similaire entrent en collision avec elle, ou en d'autres termes, si Jupiter les mange, on ne sait jamais. Mais en théorie, si elle pouvait devenir une étoile massive, elle aurait empêché d'autres planètes de se former sur des orbites stables. Elle aurait aussi augmenté la quantité de radiation qu'elles reçoivent, rendant alors très difficile le développement de la vie dans notre système solaire. Jupiter est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Il ne lui faut que 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe, malgré sa taille immense, plus de 300 fois celle de la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Mais si elle venait à prendre encore plus de masse, elle rétrécirait. De la masse supplémentaire. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement.
Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composé de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la grande tache blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la grande tache blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la grande tache blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent
Le sable est partout. Dans tes yeux et ta bouche, dans tes cheveux, sous ton t-shirt et dans tes chaussures. Tu peux à peine te tenir debout. Le vent est si fort qu'il te fait tomber. Soudain, une rafale particulièrement puissante te plaque au sol. Tu rampes vers ta porte de derrière. Il te faut beaucoup d'efforts pour la forcer à s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, tu te lèves et jettes un coup d'œil furtif à l'extérieur. Juste des nuages de poussière et un rugissement assourdissant. Ok, il est temps d'appeler à l'aide. Tout a commencé il y a un mois. Un jour, tu es sorti dans le jardin derrière ta maison. C'était une journée venteuse. Tu as même repéré une mini-tornade sous ton pommier. Elle atteignait à peine la hauteur de ton genou, tourbillonnant paresseusement autour des feuilles d'arbre et de la poussière. Tu as essayé de la faire disparaître en la frappant avec ton pied. Mais même après plusieurs tentatives, la mini-tornade ne voulait tout simplement pas se disloquer. Tu as haussé les épaules et tu es rentré chez toi. Le lendemain, la tornade était toujours là. Et... avait-elle grandi? En fait, plutôt que de devenir plus grande, elle s'est élargie. À ce moment-là, elle a commencé à grignoter tes arbustes à fleurs. Cela a attisé ta curiosité et tu as décidé de garder une trace de ce phénomène inhabituel. Tu l'as mesuré tous les jours et tu as soigneusement noté toutes les informations dans un cahier spécial. Peut-être que plus tard j'écrirai un article ou publierai un livre sur ma petite tempête, as-tu pensé? Un jour, tu es sorti de la maison et as constaté que ton pommier préféré avait été brisé. Tu n'es pas parvenu à comprendre comment cela s'était produit. La tempête semblait encore inoffensive et trop faible pour endommager un arbre de belle taille. Mais après cet accident, tu as commencé à te demander s'il ne valait pas mieux appeler à l'aide. Apparemment, il aurait mieux valu, car à peine un mois plus tard, ta mini-tempête a soudainement atteint le double de sa taille initiale. Il est dangereux de sortir désormais. On dirait que ta maison est au milieu d'une vraie tornade. Un mur de poussière et de débris t'empêche de voir le ciel. Ton jardin est en ruine, les arbres sont cassés, les buissons et les arbustes ont été arrachés du sol et envoyés voler quelque part au loin. Tu entends l'interphone sonner. Un groupe de scientifiques que tu as invité est venu à la rescousse. Tu leur montres le jardin avec ta catastrophe naturelle personnelle et constates leur silence stupéfait. Mais après ces quelques secondes de choc initial, ils se mettent au travail. Ignorant le vent hurlant, ils commencent à apporter divers équipements à l'intérieur. Tout semble très compliqué. Ta cuisine se transforme en laboratoire de recherche. On t'informe que ta maison sera temporairement utilisée par les scientifiques. Tu emportes tes affaires dans la plus petite chambre et tu regardes les professionnels travailler. Ta cuisine est remplie de gadgets qui bipent et d'appareils couverts de voyants qui clignotent. Des personnes en combinaison de protection et en blouse de laboratoire s'agitent dans tous les sens. Étonnamment, ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Ils ne créent pas non plus d'embouteillage. Tu apportes les notes que tu as prises et les remets à un homme âgé en blouse blanche. Il te remercie comme si tu venais de lui offrir le cadeau de ses rêves. Les jours suivants passent dans un tourbillon d'activités. La tempête dans ton jardin grandit, les scientifiques semblent devenir plus sombres à chaque fois que tu les vois. Il est environ 2 heures du matin lorsque quelque chose te réveille. Tu ouvres les yeux et tu réalises que la maison tremble. Ta tornade a dû devenir si grosse qu'elle a atteint la maison. Au matin, plusieurs scientifiques te prennent à part pour t'annoncer une nouvelle désagréable. Tu dois déménager. La tempête est en effet en train de grandir. Bientôt, elle fera disparaître ta maison de la surface de la Terre. Il n'y a rien à faire. Tu es bouche bée devant ces gens qui te disent de quitter ta maison. Où vas-tu aller? Ils te disent qu'ils sont en train de construire un laboratoire de recherche supplémentaire non loin de là. Il est important de pouvoir observer la tempête en temps réel. Et il se trouve qu'il y a une pièce libre avec tout ce dont tu pourrais avoir besoin dans cette installation. Pourquoi ne pas y rester un moment? Ce serait aussi pratique pour les scientifiques. Ils pourraient avoir besoin de toi pour répondre aux questions qui surgiront sûrement pendant le processus. N'ayant pas vraiment d'autre choix, tu acceptes. Les chercheurs t'aident à transporter tes affaires dans ton nouveau logement. Tu fais le tour de ta chère maison en disant au revoir à ta table basse préférée, à ton canapé et à ton lit douillet. Les scientifiques te disent que tu n'as pas le temps de déplacer tes meubles vers un autre endroit. Le lendemain, tu te réveilles en apprenant que ta maison a disparu. La tempête l'a engloutie vers 4 heures du matin. Au cours des semaines suivantes, le tourbillon devenu adulte a avalé 2 maisons de tes voisins, la forêt voisine, plusieurs voitures abandonnées et un petit magasin de fleurs. Il est maintenant si gros qu'il se rapproche d'un grand lac à plusieurs kilomètres de la ville. Les habitants sont évacués, les autorités ont annoncé l'état d'urgence. Un jour, tu remarques que les scientifiques parlent à voix basse. Ils ont l'air encore plus inquiets que d'habitude.
Tu prends l'un d'entre eux à part et essaies de découvrir la vérité. Il finit par cracher le morceau. Les chercheurs ont obtenu des preuves qui confirment leurs pires craintes. Selon leurs estimations, la tempête qui a commencé comme une minuscule tornade dans ton jardin va devenir une grande tache rouge sur Terre. Les nuages de couleur cramoisie tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à une vitesse incroyable. Sous eux, tu peux voir les teintes vibrantes de la plus grande planète du système solaire, la géante gazeuse Jupiter. Ces nuages ont été baptisés « Grande Tache Rouge ». C'est une tempête colossale qui fait rage dans l'atmosphère de Jupiter. Si tu te trouvais au centre de la tempête, les vents y seraient plutôt calmes. Mais sur les bords, la vitesse de la tempête peut atteindre 680 km/h. C'est 2 fois la vitesse des ouragans les plus rapides et les plus violents sur Terre. Au fil des décennies, la taille de la tache rouge a changé. Actuellement, elle est 1,3 fois plus large que notre planète. Les racines de la tempête s'élèvent jusqu'à 320 km dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Sur Terre, un cyclone tropical moyen ne s'étend généralement pas sur plus de 15 km, de la base de la tempête jusqu'à son sommet. Ce phénomène unique sur Jupiter existe depuis si longtemps car la planète n'a pas de surface solide. Elle est constituée de couches de nuages composées de vapeur, de glace d'eau et d'ammoniac. En dessous, il pourrait y avoir un océan d'hydrogène liquide. Notre planète est solide, et les ouragans ralentissent et se désagrègent dès qu'ils descendent assez bas pour toucher la surface. Mais la grande tache rouge n'a nulle part où toucher Terre. C'est pourquoi elle continue à faire rage. Les scientifiques t'annoncent aussi la chose la plus bizarre et la plus alarmante à propos de la tempête dans ton jardin. Au lieu de s'affaiblir et de disparaître, il y a plusieurs semaines, elle est devenue plus grosse et plus puissante. Même les spécialistes les plus expérimentés ne peuvent expliquer ce phénomène. Après l'avoir analysé pendant des jours, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'aurait pas dû apparaître sur Terre. C'est contraire aux lois de la nature. Il est intéressant de noter que la composition de la tempête est un peu similaire à celle de la grande tache rouge. Tu es impressionné, mais tu ne comprends toujours pas pourquoi les chercheurs ont l'air si inquiets. Eh bien, il s'avère que ta tempête, autrefois miniature, risque de devenir aussi grande que celle de Jupiter. Mais comme la Terre est bien plus petite que la colossale tache rouge, elle risque d'avaler notre planète en entier. Elle va grandir et grossir, anéantissant les villes, les forêts et les autoroutes. En même temps, elle deviendra plus puissante. Les gens devront quitter leur maison et être évacués vers des zones relativement sûres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones sûres. Ce processus prendra des années, mais il sera encore trop rapide pour que les gens puissent se préparer. Il y aura 2 façons de faire face à ce problème mondial. L'une d'elles est de coloniser la Lune ou une autre planète, par exemple Mars. Mais c'est un processus incroyablement long, et la tempête va englober la planète entière avant que le premier vaisseau spatial avec des gens à son bord ne quitte la Terre. Ou alors les scientifiques peuvent aussi essayer d'arrêter l'ouragan. Il existe une technologie appelée l'effet lunette de soleil. Des milliards de tonnes de gaz dense doivent être pompées dans l'atmosphère. Ce gaz absorbe la lumière du soleil et refroidit l'eau des océans, qui est le moteur de tout ouragan. Les chercheurs ne sont pas sûrs que cette méthode fonctionnera avec ta tempête. Après tout, elle ne s'est pas formée au-dessus de l'océan, mais dans ton propre jardin. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe, et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente 2 avantages.
D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie.
Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Imaginez un tigre. Les tigres sont connus pour ces belles rayures qu'ils conservent toujours. Cependant, imaginez si les rayures du tigre pouvaient changer de taille, de position et de couleur de temps en temps. Magique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec un titan de notre système solaire, Jupiter. Pourquoi et comment ? Eh bien, les astronomes pourraient bien avoir la réponse. Alors voyons voir. Jupiter est une planète immense et fascinante. Lorsque vous regardez sa photo de loin, c'est comme voir un magnifique lever de soleil. Ici, nous avons toute une palette, des jaunes pâles crémeux au brun caramel, avec même quelques nuances de bleu. Jupiter est un astre époustouflant, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, tout comme notre Soleil. Cependant, elle n'a pas rassemblé assez de matière lors de sa formation pour devenir une étoile. Au lieu de cela, elle est devenue une boule colossale de gaz qui pourrait contenir plus de 1300 terres à l'intérieur. Jupiter présente ces motifs intéressants de nuages sombres et clairs qui tournoient autour de la planète en bandes alternées, comme d'immenses rayures. Ces rayures sombres sont appelées bandes, et les plus claires sont appelées zones. À vrai dire, elle n'est pas unique en son genre. La Terre et Jupiter présentent toutes deux ces motifs dans leurs atmosphères. C'est juste que la Terre n'en a que quelques-uns, alors que Jupiter en a beaucoup plus. Pourquoi ces bandes sont-elles brunes et beiges ? Cela peut s'expliquer par la combinaison d'hydrogène, d'hélium et d'autres traces d'éléments dans l'atmosphère de la planète. C'est un peu comme mélanger différentes couleurs de peinture pour créer de nouvelles nuances. Ces bandes créent de magnifiques motifs à travers la surface de la planète. Bien, puisque Jupiter a une atmosphère imposante et un système météorologique similaire à celui de la Terre, elle connaît donc des tempêtes extraordinaires. Donc, même si ces bandes peuvent y sembler calmes et paisibles, elles font en réalité partie d'un système météorologique déchaîné. C'est comme une fête de tempêtes sans fin qui se déroule là-bas. Ces bandes et ces zones se déplacent dans des directions opposées autour de la planète. Les bandes tournent à rebours de la rotation de Jupiter, à contre-courant pour ainsi dire, tandis que les zones vont dans son sens. Et non seulement elles se déplacent dans des directions différentes, mais elles existent également à différentes altitudes dans l'atmosphère de la planète. Les bandes s'apparentent à des régions où les choses montent, comme des bulles dans une boisson gazeuse. Donc, le sommet des nuages à l'intérieur de celle-ci se trouve plus haut dans le ciel en comparaison du sommet des nuages dans les zones, qui sont donc plus enfoncés. Ainsi, même si la Terre et Jupiter possèdent cette similitude, leur météo est complètement différente. Ce serait comme comparer des pommes et des oranges.
L'une des tempêtes les plus célèbres sur Jupiter est la Grande Tache Rouge. Mais pourquoi est-elle rouge? Eh bien, c'est un peu un mystère. Les scientifiques pensent que la tempête se situe à une altitude plus élevée que le reste de l'atmosphère. Cela signifie qu'elle reçoit une dose plus forte de lumière solaire. Imaginez-vous debout sur une colline, où le soleil brille plus fort sur vous par rapport au reste de l'environnement. De la même manière, la Grande Tache Rouge reçoit davantage de rayonnement du soleil. La tempête contient également dans ses nuages des composés chimiques spécifiques, tels que l'ammoniac et l'acétylène. Lorsque ces composés reçoivent ce rayonnement supplémentaire, ils réagissent d'une manière unique, donnant à la tempête sa couleur rouge distinctive. Un peu comme des effets spéciaux dans un théâtre cosmique. Quoi qu'il en soit, ces rayures ont l'air stylées et tout, mais quel est le grand mystère qui les entoure? Eh bien, voyez-vous, un jour, les scientifiques ont décidé d'examiner les données provenant de l'intérieur profond de Jupiter, environ 50 km sous sa surface. Et après avoir jeté un coup d'œil au secret de Jupiter, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Quand ils ont observé Jupiter en utilisant un type de lumière spéciale, dite lumière infrarouge, les couleurs de ces bandes ont réellement changé. Les zones claires qui étaient pâles et crémeuses sur les images habituelles devenaient sombres dans la vue infrarouge. Quant aux bandes autrefois sombres, elles brillaient à présent vivement. Cela suggère quelque chose d'intéressant. Les bandes sur Jupiter ont une couverture nuageuse plus mince que les zones. C'est comme si elles portaient des tenues transparentes, tandis que les zones avaient des nuages plus épais, comme des doudounes moelleuses. Ainsi, ce que nous percevons comme des bandes sombres dans les images ordinaires se révèle être lumineux dans l'infrarouge, laissant entendre que ces ceintures ont moins de matière nuageuse, bloquant la lumière. Mais voici la partie la plus étrange. Toutes les quelques années, quelque chose change. C'est comme si la météo sur Jupiter passait par des montagnes russes. La couleur des bandes peut changer, et parfois tout le modèle météorologique s'emballe pendant un moment. Les scientifiques restent perplexes et tentent de comprendre pourquoi cela se produit. Ils ont donc décidé d'utiliser la sonde spatiale baptisée Juno pour enquêter sur ce phénomène. Depuis 2016, Juno collecte beaucoup d'informations sur Jupiter, comme un espion collectant des indices. L'un des éléments que Juno étudie est le champ magnétique de Jupiter. Tout comme la Terre, Jupiter a un champ magnétique. C'est comme une bulle invisible qui entoure la planète, s'étendant jusqu'à l'espace. Ce champ magnétique est vraiment important car il protège la planète et tout ce qui s'y trouve. Il agit comme un bouclier contre les particules nocives de l'espace, comme celles provenant du Soleil. Mais Jupiter est bien plus grande que nous, donc son bouclier protecteur est beaucoup plus puissant. Les chantois magnétiques sont générés par une chose appelée dynamo, qui agit comme un grand fluide conducteur tourbillonnant à l'intérieur de la planète. Ce fluide se déplace et tournoie, un peu comme une fête underground qui se passerait au plus profond de la planète. Ainsi, les scientifiques ont examiné les données collectées par Juno au fil des années et ont remarqué quelque chose d'intéressant. Le champ magnétique de Jupiter a ses propres petits mouvements, un peu comme lorsque vous voyez des vagues dans l'océan. Les scientifiques appellent ces mouvements des oscillations de torsion, qui est simplement une façon élégante de décrire des mouvements en forme de vagues. C'est comme si Jupiter faisait sa propre danse magnétique. Maintenant, imaginons que l'intérieur de Jupiter soit comme une énorme marmite de soupe en ébullition. Profondément à l'intérieur de Jupiter, il y a des courants lents qui transportent la chaleur vers le haut, à la manière d'un tapis roulant. Cette chaleur finit par atteindre la partie supérieure où nous voyons les nuages. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Imaginez que quelqu'un commence à remuer la soupe très rapidement, avec une cuillère. Ces mouvements magnétiques ondulatoires, les oscillations de torsion, agissent exactement comme cette cuillère. Ils créent un trouble qui perturbe les courants lents. Eh bien, cette perturbation a un grand impact sur la météo de Jupiter. C'est comme augmenter la chaleur de votre gazinière et changer la façon dont cuit la soupe. Les schémas de montée et de descente des nuages, que nous appelons ascendance et subsidence, se mélangent tous, un tourbillon dans la soupe. Nos astucieux chercheurs ont également remarqué quelque chose de particulier près de l'équateur de Jupiter. Ils ont découvert un point concentré de magnétisme appelé la Grande Tache Bleue. Et devinez quoi? Ce point ralentit, comme s'il prenait une pause dans son mouvement habituellement rapide. Cela suggère qu'un nouveau type de mouvement ondulatoire, une nouvelle danse, est sur le point de commencer. Donc, pour résumer, les scientifiques ont eu une idée intéressante. Ces mouvements magnétiques ondulatoires, les oscillations de torsion, perturberaient les courants lents à l'intérieur de Jupiter, déréglant les motifs des nuages et provoquant des conditions météorologiques extrêmes. Et lorsqu'ils ont calculé le temps qu'il fallait à ces mouvements ondulatoires pour se produire,
ils ont découvert qu'ils correspondaient aux mêmes périodes où les rayures de Jupiter changeaient. Ainsi, en termes simples, les chercheurs pensent que ces mouvements ondulatoires dans le champ magnétique de Jupiter provoquent des changements dans les rayures de la planète. Les pièces d'un puzzle se rassemblent. Les astronomes essaient toujours de comprendre pleinement pourquoi cela se produit, mais c'est un pas en avant excitant dans la compréhension des mystères de notre vaste univers. Mais il reste encore quelques mystères à résoudre. Pour trouver plus de réponses, les scientifiques doivent continuer à observer attentivement Jupiter à l'avenir. En observant comment les nuages changent, ils peuvent vérifier si leur théorie est correcte ou si elle doit être ajustée. De ces tempêtes massives à ces bandes colorées, Jupiter ne cesse de nous surprendre avec ses merveilles cosmiques. La NASA vient de partager la nouvelle la plus incroyable. On a mis au jour l'indice le plus probant suggérant qu'une forme de vie aurait jadis existé sur Mars. Alors, est-ce bien ce que vous verriez en vous y rendant? Imaginons cela un instant. Autour de vous, le monde prend une teinte rougeâtre, plus sombre que celle de la Terre, tandis qu'une tempête de poussière s'annonce au loin. Soudain, vous distinguez une créature singulière qui vous glace d'effroi. Elle se dresse bien au-dessus de vous, dotée de bras et de jambes étrangement allongés. Sa peau arbore une nuance orangée, et ses yeux immenses, semblables à des lentilles luisantes, vous observent fixement. En y réfléchissant, tout cela paraît logique. La gravité martienne, plus faible de 38%, favorise une croissance démesurée. Les astronautes eux-mêmes gagnent parfois jusqu'à 5 cm dans l'espace. La faible gravité laissant le fluide entre leurs vertèbres se dilater. Quant à cette teinte si particulière, elle constituerait une protection contre les radiations solaires. Mars ne possédant aucun champ magnétique global, rien n'y atténue l'exposition. Les habitants auraient donc dû substituer la mélanine par des caroténoïdes, ces pigments qui confèrent aux oranges, carottes et tomates leur couleur vive. Pour ce qu'il est de ces grands yeux éclatants, ceci leur permettrait de saisir plus aisément la lumière affaiblie de notre Soleil, désormais lointain. Toutefois, si tel récit était celui que vous espériez, je crains de vous décevoir. Les formes de vie réellement découvertes sur Mars sont tout autres, mais pour les chercheurs, elles n'en demeurent pas moins captivantes. L'an dernier, le rover Perseverance, sans doute le robot tout-terrain le plus coûteux jamais conçu, a mis au jour un ancien lit fluvial asséché, parsemé d'étranges cercles rougeâtres que les chercheurs ont baptisés « taches de léopard ». D'après un spécialiste de la NASA, ces marques pourraient constituer les résidus de formes de vie extrêmement anciennes, apparues il y a plusieurs milliards d'années. Les experts pensent même discerner aujourd'hui ce à quoi ces minuscules êtres martiens auraient pu ressembler. Toutefois, il ne s'agit nullement de créatures pourvues d'yeux ou de tentacules. Mars demeure un monde inhospitalier, brûlé le jour puis plongé la nuit à 142 degrés Celsius, soumise à une gravité faible et à des radiations sévères. Toute existence y aurait donc été microscopique, comparable à des bactéries. Et si, hypothèse considérable, un organisme plus complexe y avait un jour évolué, il lui aurait fallu des capacités extraordinaires pour persister dans un tel environnement. En parcourant une région nommée Bright Angel, Perseverance a donc repéré ces fameuses taches de léopard. Les chercheurs les désignent comme des fronts de réaction, des zones où d'anciens processus chimiques se sont déroulés. Le rover y a identifié 2 minéraux, la vivianite et la grégite. Sur Terre, la vivianite apparaît lorsque des matières organiques se décomposent, et la grégite est produite par des microbes, ces organismes infimes mais bien vivants. L'un des scientifiques de l'équipe a expliqué que ces minéraux présentent exactement l'aspect observé, chez nous, lorsque des microbes sont impliqués. À ses yeux, il pourrait s'agir de la preuve la plus solide d'une ancienne vie martienne. Certes, il restait possible que ces motifs aient été engendrés par des phénomènes purement géologiques, sans aucune intervention du vivant. Toutefois, après une année entière d'analyse, et sans doute de très nombreuses tasses de café, l'équipe estime disposer d'indices suffisamment cohérents pour considérer qu'il pourrait bien s'agir d'une authentique biosignature. À quoi pourrait bien ressembler cette vie martienne? Aujourd'hui, le cratère G0, vaste bassin d'impact situé juste au nord de l'équateur martien, n'est guère plus qu'une étendue poussiéreuse. Pourtant, il y a des milliards d'années, ce lieu regorgeait d'eau, formant une sorte d'étang primordial. Les chercheurs estiment qu'il renfermait alors des zones froides et irriguées favorables à la vie microbienne. Ceux-ci se seraient nourris de matières telles que le carbone, le soufre et le phosphore contenus dans les roches. Et les minéraux qu'ils ont générés pourraient être ceux que nous observons aujourd'hui sous la forme de ces fameuses taches de léopard. Bien que les conditions en surface ayant été extrêmes,
froid mordant et bombardement constant de radiation, des microbes auraient pu y persister, survivant de justesse au fil des jours. Les spécialistes soulignent qu'il existait alors de l'eau liquide, ce qui implique que la planète rouge était techniquement habitable. Certes, les traces dont nous disposons demeurent infimes, insuffisantes pour déterminer l'apparence ou le comportement précis de ces martiens. Toutefois, il reste possible d'émettre des hypothèses raisonnées en observant la Terre. On pourrait rapprocher ces éventuels microbes martiens de nos bactéries extrémophiles, ces êtres tenaces qui subsistent dans des lacs saturés de sel, les profondeurs souterraines ou au sein de déserts si âpres que même les cactus n'y survivent pas. Une autre question se pose, un organisme plus gros ou plus élaboré que de simples microbes aurait-il jamais pu évoluer sur Mars? C'est très improbable. Si les taches de léopard constituent réellement des indices de vie, les chercheurs estiment que ces microbes n'étaient pas cantonnés à un lieu unique, mais disséminés partout. Persévérance analyse d'ailleurs des roches anciennes au-delà du cratère G0, afin de déterminer si la planète abritait une population plus étendue. Cependant, un fait demeure. Mars est devenu hostile à une vitesse fulgurante. La vie a pu émerger à peu près au même moment que sur Terre. Mais après environ 1 milliard d'années, la planète rouge a commencé à perdre son atmosphère sous l'effet des vents solaires. Elle s'est alors transformée en étendue glaciale et aride. Le froid extrême, les radiations solaires et la raréfaction de l'eau auraient rendu la survie de toute forme dépassant la taille microbienne presque impossible. Sur Terre, la vie complexe, notamment animale, n'est apparue qu'après 3 milliards d'années supplémentaires, dans des conditions infiniment plus clémentes. Si une forme plus évoluée avait un jour émergé sur Mars, elle se serait apparentée à un microbe aux aptitudes quasi surnaturelles, pourvu d'une enveloppe robuste ou d'un talent pour se terrer sous la surface afin d'échapper aux UV et de supporter des froids extrêmes. Il aurait subsisté grâce au moindre filet d'eau disponible, à la manière des lézards des déserts terrestres ou de ces organismes filtreurs vivant près des évents hydrothermaux. Certes, il nous faudra peut-être patienter encore avant de croiser un véritable habitant martien. Toutefois, rien ne saurait restreindre notre imagination. Pourquoi ne pas envisager l'aspect qu'auraient les résidents d'autres planètes du système solaire, s'ils existaient et présentaient une complexité dépassant celle des microbes? Sur Jupiter, par exemple, une créature pourrait évoquer un robuste organisme abyssal, doté d'une carapace renforcée, d'yeux protubérants, de griffes palmées et de branchies. Un tel ensemble l'aiderait à endurer l'immense pression, les radiations féroces et les couches liquides qui composent la planète. Là-bas, tout n'est d'abord que nuages. Puis en profondeur, les gaz se mutent en un océan d'hydrogène métallique. Rien d'étonnant donc, à ce que les autochtones aient des besoins de la meilleure protection possible. Passons à Saturne, royaume de nuages, d'anneaux étincelants, et d'encore plus de nuages. Si légère qu'elle pourrait flotter dans une vaste baignoire cosmique, cette planète pourrait abriter une sorte de colossale méduse spatiale. Elle dériverait dans une brume dense, avec un corps évoquant une large coupole et de longs tentacules en guise de membres. La pression y étant titanesque, toute ossature se verrait aussitôt broyée. Se laisser porter et onduler demeurerait ici la stratégie de survie la plus avisée. À présent, dirigeons-nous vers les géantes de glace, Uranus et Neptune. Ces mondes ressemblent à d'immenses granités cosmiques mêlant ammoniac, méthane et eau. Point de terre ferme, seulement des océans glacés sous d'épaisses atmosphères. Dans un tel milieu, vous pourriez croiser un amphibien ramassé et puissamment bâti, doté de membres trapus, de doigts palmés et d'une peau écailleuse. En effet, la gravité y excède celle de la Terre, et le froid y règne sans partage. Toute créature native de ces contrées aurait besoin de membres robustes pour supporter la pression écrasante, traverser ces mers gelées et maintenir sa chaleur interne. Pour revenir à notre voisinage, commençons par Mercure. Le Soleil y domine le ciel, paraissant 3 fois plus vaste que sur Terre. Les températures oscillant entre un froid fulgurant et une chaleur comparable à celle d'un four. Si une créature survivait en un tel lieu, elle devrait arborer une peau semblable au titane, parfaitement lisse, tandis que des yeux rappelant des vers fumés la préserveraient de l'éclat solaire aveuglant. Le problème réside dans l'atmosphère quasi inexistante de Mercure et l'intensité de sa lumière. Toute forme de vie y nécessiterait un corps capable d'endurer chaleur et radiation sans fondre ni se consumer. Notre ultime escale est Vénus. La pression y évoque l'immersion à 1 km de profondeur, les éruptions volcaniques y sont incessantes et l'air lui-même pourrait faire fondre le plomb. Torride, en effet. Dans un tel enfer, toute forme de vie serait réduite à une particule microscopique, dénuée de bras, de jambes ou de tout visage. Vénus est d'une hostilité extrême, pression colossale,
chaleur brûlante et gaz toxiques. Seules de modestes formes microbiennes. Et que diriez-vous de craquer une gigantesque allumette sur Jupiter, le plus grand réservoir de gaz explosif de notre système solaire? On y trouve du méthane, réputé pour s'embraser vivement. Les bovins en sont les spécialistes. On y rencontre aussi de l'hydrogène métallique qui, soumis à des pressions extrêmes, devient un carburant formidable. Pourtant, dès que nous tentons d'y allumer un feu, rien ne se produit, aucun souffle attendu. Pourquoi donc? Et pourrions-nous y remédier si nous désirons vraiment faire exploser Jupiter? Jupiter sera le colosse de notre système solaire, la planète la plus imposante à notre portée. Son diamètre dépasse 11 fois celui de notre monde. Imaginons la Terre réduite à une simple pièce de 5 centimes. Jupiter serait alors comparable à un ballon de basket. 5e planète après Mars, elle pèse plus de 300 fois notre globe. Et même 2 fois la masse réunie de toutes les autres planètes. Cette démesure en fait un véritable aimant à satellites. 95 lunes connues gravitent autour d'elle. Les plus célèbres sont les lunes galiléennes. Io, Europe, Ganymède et Callisto, découvertes par Galilée en 1610. Jupiter possède également des anneaux bien moins majestueux que ceux de Saturne. De frêles structures, composées de poussière plutôt que de glace, si discrètes qu'elles ne renvoient presque pas la lumière, et donc invisibles à l'œil nu. De plus, Jupiter détient le jour le plus bref du système solaire, à peine 10 heures, tandis qu'elle met près de 12 années terrestres pour accomplir son orbite autour du Soleil. Toutefois, l'essentiel réside dans sa nature même. Contrairement à notre planète, Jupiter n'est pas solide. Elle appartient, avec Saturne, à la catégorie des géantes gazeuses, formées principalement de gaz. Les géantes gazeuses sont avant tout constituées d'hydrogène et d'hélium, les mêmes éléments qui forment les étoiles. Jupiter et Saturne renferment aussi une petite proportion d'éléments plus lourds. Cela ne signifie pas que la planète se réduise à une simple boule de gaz. Les pressions internes y sont telles que les molécules ne peuvent conserver leur état habituel. Les couches externes sont faites d'hydrogène moléculaire comprimé. Plus on descend, plus celui-ci s'apparente à un océan d'hydrogène métallique liquide, avant d'atteindre en profondeur un noyau probablement rocheux. Depuis l'extérieur, tout cela se manifeste par des strates nuageuses dans l'atmosphère. Jupiter montre aussi ses bandes et ses tourbillons, semblables à de vastes motifs. En vérité, il s'agit de nuages glacés d'ammoniac et d'eau, portés par un mélange d'hydrogène et d'hélium. Sa célèbre grande tache rouge n'est autre qu'une tempête gigantesque, déchaînée depuis plusieurs siècles. Ce tourbillon excède la taille de la Terre entière et se montre 2 fois plus rapide que les tempêtes les plus violentes que notre planète puisse produire. Voici donc l'obstacle qui survient dès que nous tentons d'allumer un feu sur Jupiter. Même en imaginant que vous puissiez vous maintenir dans cette atmosphère dépourvue de surface solide, tout en ignorant la gravité titanesque et les tempêtes démentielles, la combustion exige de l'oxygène, un ingrédient totalement absent de l'air jovien. Sans oxygène, nulle flamme. Supposons malgré tout une allumette magique, capable de produire l'oxygène nécessaire. Cela devrait fonctionner, non? Hélas, la masse de Jupiter est telle qu'il faudrait une quantité d'oxygène absolument délirante, probablement supérieure à ce que l'ensemble du système solaire possède. Vous avez peut-être entendu dire que Jupiter nous protège des astéroïdes dangereux. Son immense gravité attire vers elle une grande partie des objets qui pourraient autrement frapper la Terre. En moyenne, la planète subit entre 30 et 100 collisions chaque année. Pourtant, ces météorites qui chutent sur Jupiter ne provoquent pas davantage d'explosions. Même la plus spectaculaire collision qu'elle ait connue n'en a pas déclenché. Cet événement s'est produit avec la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994. Elle s'était fragmentée 2 ans plus tôt, ses morceaux atteignant pour certains près d'1 kilomètre de large. Puis, en 1994, elle s'approcha trop près du géant jovien. L'impact fut d'une terrible intensité. Durant 6 jours, 21 fragments plongèrent dans l'atmosphère de Jupiter à des vitesses prodigieuses. La haute atmosphère se réchauffa alors jusqu'à environ 29 400 degrés. Tel un ricochet dans un étang, les impacts engendrèrent d'immenses panaches. Ils s'élevèrent à plus de 3000 km au-dessus des nuages de Jupiter. De vastes traînées sombres de débris marquèrent l'atmosphère pendant plusieurs mois, avant de se dissiper peu à peu, emportés par les vents puissants de la planète. Cet impact nous a permis d'apprendre quantité de choses sur Jupiter. Les nuages sombres issus des collisions ont servi de marqueurs, révélant l'existence de vents d'altitude dans la stratosphère jovienne. Les variations de son aurore ont offert de nouvelles données sur sa magnétosphère. Enfin, nous avons obtenu des indices précieux sur sa chimie atmosphérique.
La comète Shoemaker-Levy 9 a également poussé la NASA à examiner plus sérieusement le risque de tels impacts sur la Terre, nous aidant ainsi à mieux comprendre les comètes et les collisions cosmiques dans leur ensemble. Saturne, 6e planète à partir du Soleil et seconde en taille dans notre système, appartient aussi à la catégorie des géantes gazeuses. Comme Jupiter, elle ne se réduit pas à une simple boule de gaz. Bien qu'elle soit principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, son centre renferme un noyau dense composé de métaux tels que le fer et le nickel, entouré de roches. Fait remarquable, elle demeure bien plus légère que Jupiter, environ 95 fois la masse terrestre. Saturne arbore des bandes de couleurs jaune, blanche, ocre rouge, rosée et même verte. Une palette étonnante, n'est-ce pas? Dans sa haute atmosphère, les vents atteignent la vitesse sidérante de 1750 km à l'heure, surpassant encore ceux de Jupiter et défiant toute comparaison avec notre planète. Ces vents forment des ceintures colorées qui enveloppent Saturne et s'achèvent par ses célèbres anneaux. Ceux-ci sont constitués de fragments issus de comètes, d'astéroïdes ou de lunes brisées. Une zone vide, la division de Cassini, sépare certaines de ces couches d'anneaux. Quant à Uranus et Neptune, ce sont aussi des géantes, et l'on pensait autrefois qu'elles appartenaient à la même famille que Jupiter et Saturne. Cependant, des recherches ultérieures ont montré qu'elles forment une catégorie distincte, les géantes de glace. Il ne s'agit pas pour autant d'immenses glaçons dérivant dans l'espace. Elles sont surtout constituées de substances plus lourdes, eau, ammoniac et méthane, qui, sous certaines conditions, peuvent se solidifier en couches glacées au sein de leurs atmosphères. Cette composition les distingue des géantes gazeuses, même si elles partagent avec elles plusieurs traits communs, notamment des tempêtes effroyables. Notre système solaire n'est pas le seul à abriter de telles planètes. Il existe également des géantes gazeuses extrasolaires, classées selon les propriétés de leur atmosphère, allant de nuages d'ammoniac jusqu'à des environnements totalement dépourvus de nuages. Parmi elles figurent les Jupiter chauds, une catégorie distincte regroupant des planètes très chaudes, semblables à Jupiter. Ce sont des géantes gazeuses ayant migré trop près de leur étoile. Ainsi, KLT 9b ou Kepler 7b montent si près de leur Soleil qu'une année entière n'y dure que 18 heures. Nous avons récemment identifié une petite représentante de cette famille de Jupiter chaud. Cette planète, nommée EIP 67522b, n'a que quelques millions d'années. Cela peut paraître considérable, mais à l'échelle cosmique, ce n'est presque rien. Notre propre Lune a environ 4,5 milliards d'années. Cette découverte bouscule les idées établies. La plupart des Jupiters chauds connus ont bien plus d'1 milliard d'années. Nous ignorons encore comment celui-ci a pu se former aussi rapidement. Plus fascinant encore, la question de leur proximité extrême avec leur étoile. Plusieurs théories s'affrontent. Certains supposent qu'ils se sont formés sur place, malgré des températures suffocantes. D'autres estiment qu'ils auraient migré depuis des zones plus lointaines de l'espace. Ainsi, lorsque des matériaux glacés s'unirent pour former une planète errante dérivant dans l'espace, celle-ci finit par croiser une étoile dont la gravité l'attira et la fixa en orbite. Cela aurait pu se produire alors que l'astre était encore enveloppé d'un cocon de gaz et de poussière, ou bien plus tard. Les chercheurs devront poursuivre leurs investigations pour en préciser l'origine. Il existe également quelques curiosités singulières. Les naines gazeuses, que l'on nomme aussi mini-Neptune, ce sont des versions réduites de géantes gazeuses, dotées d'un noyau rocheux, enveloppé d'épais manteaux d'hydrogène et d'hélium. Elles portent ce nom parce que, bien qu'un peu plus petites que Neptune,